Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. On commence par la sécurité pour parler du manque de volonté politique en République démocratique du Congo qui continue de compliquer la situation sécuritaire à l'est de ce pays. C'est une déclaration du secrétaire d'État à la coopération régionale au ministère rwandais des Affaires étrangères et de la coopération. Donc au cours d'un entretien avec le Centre d'études stratégiques et internationales, le récit de Patrick Nilidandi. Dans un entretien avec Mvemba Dizolele du Centre d'études stratégiques et internationales, le secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères et de la coopération chargé de la coopération régionale, le général à la retraite James Kabarebe a donné une image des relations du Rwanda avec les pays de la région. Nous avons des bonnes relations avec nos voisins. Jusqu'à présent, nous n'avons eu aucun problème avec la Tanzanie, par exemple. Avec l'Ouganda, bien qu'il y ait eu quelques difficultés, mais en fait, nous avons aujourd'hui de bonnes relations avec ce pays, qui repose principalement sur notre histoire commune en tant que deux États. Même avec le Burundi, nous avions eu de bonnes relations, même si récemment, il y a eu quelques soucis. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème particulier entre nous et le Burundi qui ne peut être résolu. L'Est de la RDC a jusqu'à présent été la source d'insécurité pour les pays de la région et malheureusement le Rwanda continue d'être entraîné dans ce problème par le gouvernement congolais qui cherche à cacher son rôle dans la mauvaise gouvernance et la gestion de ce pays en travaillant notamment avec le groupe terroriste de FDLR. Les auteurs du génocide et les membres du gouvernement qui l'a planifié et mis en œuvre ont été accueillis en 1994 par Mobutu, à quelques kilomètres seulement de notre frontière commune. Et par la suite, ces criminels sont revenus et ont continué leur plan machiavélique d'extermination des Tutsis au Rwanda, en commençant par ceux qui avaient survécu. Ils ont aussi tué des Tutsis congolais qui vivaient sur leur terre au Congo. Le général à la retraite James Kabarebe a souligné que le gouvernement de Kinshasa continue à cacher ses propres faiblesses en pointant continuellement le doigt sur le Rwanda et que cela n'était pas une option pour trouver une solution aux défis sécuritaires dans ce pays. The biggest problem with the DRC today is not even the issue of M23. M23 is a repercussion of. Le plus gros problème de la République démocratique du Congo n'est pas le M23, mais le fait que le M23 est utilisé pour cacher les vrais problèmes de ce pays, notamment la mauvaise gestion et la mauvaise gouvernance. L'idéologie anti-Tutsi, anti-Rwanda, a aussi été utilisé comme un outil politique pour tromper le peuple, ce qui fait que tous les problèmes sont imputés au Rwanda. Le secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, chargé de la coopération régionale, le général à la retraite James Kabarebe, est également revenu sur le parcours accompli par le Rwanda au cours des 30 dernières années. Il montre ici que l'unité et la réconciliation ont été la clé du succès actuel. Après 1994, le Rwanda a entamé un processus de reconstruction après les génocides perpétrés contre les Tutsis. Ici, nous avons déployé des efforts pour construire des institutions stables et une bonne gouvernance visant à construire l'unité de notre peuple. Nous avons déployé des efforts pour construire une économie forte. Donc, après 30 ans, nous avons réalisé des progrès. Cet entretien avec le Centre d'études stratégiques et internationales est revenu principalement sur le rôle du gouvernement de Kinshasa qui continue d'ignorer délibérément le contenu des pourparlers des Luanda, source des problèmes sécuritaires actuels. De la sécurité à l'économie, parlons de l'Office rwandais des recettes qui a annoncé qu'il vise à collecter un montant de 3 061 milliards de francs rwandais au cours de cette année, ce qui représente 54% des recettes prévues pour le budget de l'année fiscale prochaine. Cette déclaration a été faite ce vendredi lors du lancement du mois dédié à la reconnaissance des contribuables les plus performants de l'année budgétaire 2023-2024.
Le lancement officiel du mois dédié à la reconnaissance des contribuables les plus performants de l'année précédente s'est tenu ce vendredi au ministère des Finances et de la Planification économique. La direction de l'Office rwandais des recettes a expliqué qu'elle remercie les contribuables après avoir réussi à collecter plus de 2639 milliards de francs rwandais l'année dernière, soit une augmentation de 12,8% par rapport à l'année précédente. Le commissaire général de l'Office rwandais des recettes, Nimeshuti Ronald, a précisé qu'il récompense les meilleurs contribuables afin d'encourager les autres à adopter une culture de conformité fiscale. Le gouvernement rwandais a mis en place un programme pour valoriser les contribuables, ce qui par après a incité les autres à payer les impôts de manière régulière. Cela permet également de montrer aux payeurs d'impôts et aux Rwandais en général les résultats et l'importance des recettes fiscales dans la réalisation du développement national attendu. Les agents du secteur privé au Rwanda, cadre du récompense des contribuables, le gouvernement envisage de réduire le taux de la taxe sur la valeur ajoutée, actuellement fixé à 18%. Ikijyanye n'umubare w'abasora ukiri hasi gifite ingaruka mu gukomeza mu kutabasha kugabanya ijanisha. Concernant le faible nombre de contribuables, cela a des répercussions sur des mesures comme la réduction de la TVA. Cependant, grâce à la collaboration dont nous avons discuté, nous espérons surmonter ce défi et réviser ces impôts à la baisse, car un taux de 18% est encore jugé élevé et a de nombreuses conséquences sur le commerce. Murangwa Youssouf, ministre des Finances et de la Planification économique au Rwanda, explique qu'il n'y a pas de programme en cours pour réduire la taxe sur la valeur ajoutée. Il n'existe pas de projet pour revoir à la baisse le taux de la TVA qui est actuellement à 18%. Mais cela soulève un autre défi, l'idée selon laquelle les impôts au Rwanda seraient plus élevés que dans d'autres pays de la région. En réalité, ce n'est pas le cas. Au contraire, par rapport à certains pays, le taux ici au Rwanda est inférieur. Le gouvernement rwandais encourage les commerçants à utiliser les factures électroniques connues sous le nom d'IBM. Et un prix a également été mis en place pour la TVA afin d'inciter les consommateurs à demander des factures IBM. Ce vendredi, le gouvernement du Rwanda a remis à l'Union africaine un bâtiment qui servira de siège à l'Agence africaine des bâtiments, à l'Agence africaine des médicaments. Ce bâtiment, donc, le Rwanda a également fourni de nouveaux véhicules que les employés de cette agence utiliseront dans leur travail quotidien. Minata Sessouma, la commissaire de l'Union africaine chargée de la santé, des affaires humanitaires et du développement social, indique que la disponibilité de ce siège est l'aboutissement d'un long processus. Pour avoir le siège ici à Kigali, il y a eu un long processus. Nous avions 13 candidatures et certains n'ont pas soumis d'offres. Et il y a eu un travail, moi-même commissaire, pour éviter qu'on m'accuse d'avoir pris fait et cause pour un pays. Je n'ai pas fait partie du processus. On avait une équipe spécialisée pour évaluer les États membres. Et cette évaluation a conclu à un classement. Au top de ce classement, c'était le Rwanda. Et il n'y avait pas de comparaison possible entre ce que les autres ont offert. Et ils ont tous offert quelque chose, mais le Rwanda quand même a été le pays qui a offert le plus. C'est pour ça qu'on se retrouve. La décision aussi n'a pas été facile à prendre. Je ne rentrerai pas dans ce détail, mais la décision a été prise en tout cas avec certaines difficultés, mais le Rwanda a été reconnu comme étant le pays qui va abriter le siège de Hamas. En fait, il y avait pratiquement la plupart des pays d'Afrique du Nord. Il y avait d'autres pays, c'était pratiquement tout le continent. Mais on a d'abord écarté, il y avait 13 au départ, on a écarté ceux qui n'ont ni signé ni ratifié. Vous ne pouvez pas faire partie d'un processus si vous n'avez pas signé ni ratifié. Donc c'est la même chose pour le recrutement du directeur général. On ne recrutera que des ressortissants ou le ressortissant d'un pays qui est parti au traité, qui a ratifié, qui a signé d'abord ratifié, et le DG qui sera recruté viendra de l'un de ces
28 pays qui ont ratifié. Mais mon combat, c'est que ce traité soit universel. J'ai essayé en février de dire qu'on enlève cette histoire de ratification. Pour moi, CDC, c'est pour nous tous. Ce n'est pas uniquement pour les pays qui ont ratifié le traité, parce que la maladie ne viendra pas s'arrêter pour dire, bon, X a ratifié, la maladie reste là-bas. C'est quelque chose d'universel et nous nous battons pour que ce traité aille au-delà des ratifications et être un traité universel. La commissaire de l'Union africaine explique aussi comment le Rwanda a été choisi pour arbitrer le siège donc, de cette agence de l'Union africaine. Le processus, comme pour la plupart de nos institutions, commence, je l'ai dit, par la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Ce processus a pris de l'envol après Covid. Vous vous rappelez, en 2019, lorsque Covid a commencé, nous nous sommes rendus compte que l'Afrique était en retard. On n'avait même pas le minimum. Simple masque pour nous, c'était compliqué. Ne parlons pas de médecine, de médicaments. Nous avons été les derniers à avoir des vaccins. Et lorsqu'on nous envoyait ces vaccins, après une semaine, c'était périmé ou expiré, il fallait jeter. On s'est rendu compte de la nécessité d'avoir une agence de médicaments sur le continent. Et cela ne date pas d'ailleurs de 2019. Les chefs d'État et de gouvernement visionnaires ont, après avoir mis sur place CDC, il fallait aussi une autre agence en charge du médicament. Lorsque la décision a été prise, mais avant cela, il y a eu l'élaboration du traité créant l'Agence africaine du médicament, ce qui a été fait, mais il fallait avoir, après l'adoption de ce traité, que les États partis, les États qui veulent adhérer, signent ce traité, le ratifient, et ça passe par un long processus au niveau du Parlement de chaque pays. Et ce qui a été fait, mais c'est l'un des rares traités à avoir eu en l'espace de quelques mois le nombre requis, les 15 États membres pour créer cette agence. C'était une première. On ne pouvait pas le faire. On a eu le soutien de Michel Sidibé, qui était l'envoyé spécial pour nous permettre d'avoir les 15 ratifications, ce qui a été fait. Aujourd'hui, nous sommes à 30, si ma mémoire est bonne, 30 signatures et 28 ratifications. Mais la semaine prochaine, certainement, d'autres pays vont adhérer. Mais mon souhait à moi, il faut que ce traité soit universel parce que les maladies ne connaissent pas de frontières. Adoptée par l'Assemblée générale de l'Union africaine en février 2019, l'Agence africaine des médicaments devra aider à garantir un accès à des médicaments donc de qualité et abordables sur le continent africain. On continue avec l'actualité pour parler des élèves et des enseignants de différentes écoles de la ville de Kigali qui affirment que l'introduction de réservoirs d'eau filtrée, connus sous le nom de Smart Tank, a réduit le nombre d'élèves absents pour cause de maladies, donc de la consommation de l'eau non potable. Suivons les détails. Il fut un temps, les élèves, notamment ceux des écoles primaires et secondaires, avaient ressenti un besoin essentiel en eau potable car ils étaient souvent confrontés à des difficultés pour en avoir accès. De nombreux établissements dans la ville de Kigali ont mis en place des solutions en filtrant l'eau consommée par les élèves à l'aide des réservoirs appelés Smart Tank. Cette initiative a été accueillie avec enthousiasme par les élèves. Avant, on avait amené de l'eau dans nos bouteilles, mais maintenant, on a de l'eau ici à l'école et quand tu veux de l'eau, tu peux demander la permission et tu viens et tu prends de l'eau et tu retournes encore dans la classe. Les responsables d'établissements scolaires ayant installé un système d'approvisionnement en eau potable constatent que cela a entraîné une augmentation de taux de présence des élèves en classe. Auparavant, certains élèves souffraient fréquemment de maladies liées à la consommation d'eau, souvent non potable. Les enfants ne savent pas même de différencier quelle est l'eau potable, à quoi à boire. Mais maintenant, ça peut nous aider à
les enfants à avoir de l'eau potable et continuent les études sans même des maladies provenant de l'eau qui est sale. Emma Claudine Hilenganya, directrice générale en charge de la communication et de l'éducation dans la ville de Kigali, appelle les établissements scolaires à s'assurer que des mesures d'hygiène strictes soient toujours respectées lors de la consommation d'eau par les élèves afin de prévenir diverses maladies. Les établissements équipés de réservoirs appelés Smotank, d'où les élèves se servent en eau potable, effectuent un nettoyage tous les 3 mois et remplacent les filtres, garantissant ainsi que l'eau consommée reste propre. La sensibilisation accrue des utilisateurs des services de la monnaie numérique aux défis de ce secteur est l'une des résolutions prises lors d'un forum ayant regroupé les parties prenantes de ce secteur. Ce forum a été préparé par l'Organisation rwandaise de protection des droits des consommateurs, ADECOR. L'ADECOR, l'Organisation rwandaise des protections des droits des consommateurs, a exprimé ses inquiétudes quant au fait que les entreprises fournissant des services de transfert d'argent via la technologie surfacturent les citoyens, un problème qui, selon les parties prenantes, doit être évalué pour éviter de surcharge de consommateurs. Denise Dukunde, responsable des services de transfert d'argent chez Momo, a indiqué qu'il existe des idées fausses sur les transferts d'argent, ce qui indique la nécessité des campagnes de sensibilisation. Elle a souligné qu'il faut du temps pour que les fonds envoyés soient annulés s'ils sont envoyés au mauvais endroit. Et ces processus nécessitent une enquête. Chaque jour, nous recevons entre 2500 et 3000 demandes des transactions des clients qui se sont trompés des destinataires. C'est un grand défi pour nous et ce problème prend une ampleur inquiétante. Et ce sont principalement des clients qui composent notre numéro d'appel 100 et qu'ils trouvent que l'argent est encore là. D'autres, par contre, trouvent que l'argent a déjà été utilisé et le dossier n'est plus de notre ressort. Nous passons à l'étape d'investigation si la personne qui reçoit cet argent refuse de le restituer. Raison pour laquelle le processus traîne, car nous devons suivre la procédure jusqu'à ce que le client soit satisfait. Paul Mbonyi, de l'Organisation de protection des consommateurs ADECOR, a confirmé que les efforts visant à promouvoir l'utilisation de la monnaie numérique se poursuivront en fonction de son développement et de sa nature évolutive. L'une des principales résolutions de ce forum est une concertation renforcée entre les différentes instances concernées par ces dossiers. RURA pour la régulation des services, la Banque nationale qui gère les institutions financières, le ministère des ICT qui émet les lois à la matière et bien d'autres. Il faut vraiment une concertation pour une réussite de ces genres d'opérations. Dans les résolutions prises lors du forum d'une journée, il a été convenu que toutes les agences concernées doivent partager des informations et établir un cadre commun pour la fourniture de ces services. Elle avait à peine 3 ans en 1994, alors que le génocide contre les Tutsis était à son 2e mois. Elle a été récupérée par les soldats de l'APR sur le dos de sa maman tuée. Elle-même avait des blessures de la machette sur son corps frêle. Elle a été évacuée vers la France avec d'autres enfants grièvement blessés par 2 organisations humanitaires. 30 ans après, Janine Oulambariziki, son nom, donc, a décidé de revenir chercher les traces de sa famille et de ses proches au Rwanda. Reportage de Patrick Nyelidanti. Bonjour, je me présente, je suis Janine Oulambariziki a quitté le Rwanda au début du mois de juin 1994, alors que le génocide perpétré contre les Tutsis avait atteint son paroxysme. Depuis un hôpital de Gahini au Rwanda, elle a été évacuée par avion en France par l'Organisation Médecins du Monde et l'Organisation Chaîne de l'Espoir, avec 32 autres enfants gravement blessés à la machette et autres instruments par des Interahamwe et qui avaient besoin de soins en urgence. Par la suite, 5 de ces enfants ont été envoyés à Strasbourg, une ville française,
Et parmi ces enfants, il y avait donc Janine Rambariziki. Une fois à Strasbourg, 2 familles rwandaises ont accepté de venir les accueillir à l'aéroport pour les amener à l'hôpital. Il y avait Madame Godioso Valière Luhahe qui a livré son témoignage à Arabié. Nous sommes allés le recevoir à l'aéroport. Nous avons suivi des ambulances jusqu'à l'hôpital. Les 5 enfants ont été installés dans la même salle. Janine avait 3 ans. Les autres enfants avaient entre 8 et 12 ans. Il y avait 4 filles et 1 garçon. Une année après, le garçon est rentré au Rwanda guéri. Et les 2 autres filles sont également rentrées. La 4e fille est restée en France et car elle avait perdu sa jambe et sa prothèse devait être changée régulièrement au fur et à mesure qu'elle grandissait. Les accords conclus entre Médecins du Monde et Chaîne de l'Espoir avec le gouvernement rwandais prévoyaient que les enfants soient rapatriés chez eux après leur guérison. Janine a été la seule dans le groupe à ne pas avoir retrouvé des familles au Rwanda. Elle est donc restée en France. 30 ans après avoir quitté le Rwanda, encore fillette, elle a décidé de retrouver sa terre natale, devenue désormais une jeune femme. Avant de quitter la France, elle et Godioso ont réalisé une vidéo WhatsApp qui est rapidement devenue virale. Sur cette vidéo, Janine expliquait son intention de se rendre au Rwanda pour retrouver les traces des siens. Elle s'est dite confiante de retrouver ces traces car avec l'évolution de la science, il est facile grâce au test ADN de connaître réellement les liens de parenté. Le Fonds monétaire international indique que le taux de croissance de l'économie du Rwanda sera donc de 7% cette année, mais qu'il va ralentir l'année prochaine pour se maintenir à 6,5%. C'est ce qui sort donc de son nouveau rapport par ailleurs, révèle que donc en général l'économie des pays d'Afrique subsaharienne continuera de croître à un rythme de 3,6% cette année donc et de 4,2% l'année prochaine. Ce rapport connu comme perspectives économiques régionales indique que les pays d'Afrique subsaharienne, dont fait partie le Rwanda, continuent de faire face à des grandes difficultés pour mettre en place des réformes visant à stimuler leur économie après une période de crise. Le directeur en charge du développement en Afrique au Fonds monétaire international FMI, Abebe Aemro Selassie, admet que le parcours de ces réformes donne de l'espoir, mais qu'il existe également des défis majeurs qui entravent le développement économique du continent. Les problèmes politiques ainsi que la pression populaire, l'augmentation de la pauvreté extrême, le coût de la vie élevé et le manque d'opportunités de développement continuent d'inquiéter les dirigeants des pays africains et entrave la mise en œuvre de ces réformes. Pour résoudre tous ces problèmes complexes, il est clair que les décideurs ont un travail très difficile à faire pour équilibrer toutes les actions nécessaires à la mise en place de ces réformes. Pour favoriser la croissance économique, ils doivent réduire les inégalités dans les secteurs économiques, ce qui vise à soutenir et à consolider des réformes sociopolitiques. Le chargé du développement en Afrique au FMI d'ajouter que pour que ces réformes visant à booster l'économie en Afrique soient réalisées, il est nécessaire d'améliorer la gouvernance afin de bâtir la confiance dans le contrôle des ressources publiques, de renforcer les initiatives d'aide aux plus démunis et d'établir des mécanismes spécifiques en matière de communication et de conseil d'experts. À propos du Rwanda, le gouvernement a mis en place différents programmes pour aider les personnes en situation de précarité, mais ils doivent également être renforcés. Les programmes comme une vache par famille, nous avons le VOP, il y a différents programmes que le gouvernement a mis en place pour aider les gens à se tirer de la pauvreté, mais ce que le rapport révèle, c'est qu'évidemment, nous devons faire encore plus pour que le nombre de personnes en situation de précarité puisse diminuer, pour qu'ils puissent se tirer de la pauvreté et réaliser du progrès.
Dans l'ensemble, le rapport du Fonds monétaire international FMI rendu public ce mois focalisé sur la situation économique des pays d'Afrique subsaharienne donne l'espoir d'une reprise économique progressive sur le continent. Il indique en outre que la croissance économique de ces pays va se poursuivre au rythme de 3,6% en 2024 et continuera d'augmenter de 4,2% l'année prochaine. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. C'était avec Amandine Dikouma-Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.